4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il était une fois un petit vieux et une petite vieille qui avaient un fils unique du nom de Kotaro. Kotaro cultivait leur petit champ. Et, quand il n'y avait rien à faire dans le champ, il allait dans la forêt chercher du bois qu'il vendait ensuite à la ville. Cela ne lui rapportait pas grand-chose, mais la famille était pauvre, et la moindre piécette de cuivre était la bienvenue. Kotaro était un jeune homme travailleur et un fils obéissant. Et, pourtant, ses parents lui faisaient souvent des reproches. En effet, il était trop charitable et, souvent, s'en revenant de la ville, il partageait les quelques sous que lui avait rapporté son bois avec un mendiant rencontré en chemin. Mais ce qui contrariait le plus le père, c'est que, en compagnie de son fils, il n'arrivait jamais à tuer le moindre gibier pour améliorer leur chiche repas. À chaque fois qu'ils apercevaient une proie, Kotaro s'arrangeait pour venir avant prévenir les animaux, jeter une pierre ou pousser un grand cri, ce qui avertissait le gibier du danger qu'il courait et lui donnait le temps de s'enfuir ou de s'envoler. Il est vrai que notre fils est très travailleur. Il faut lui rendre cette justice, mais il ne brille pas par son intelligence. Toute sa vie, il sera obligé de peiner dans les champs et dans la forêt, car il n'a aucune idée de ce qui fait tourner le monde, se disaient souvent les deux vieux, et ils ne se faisaient pas faute de le dire aussi à leur fils. Un jour, Kotaro s'était rendu au marché et traversait la forêt pour rentrer à la maison. Il cheminait joyeusement en écoutant le chant des oiseaux, lorsque soudain, il entendit un bruit étrange. Il chercha d'où provenait ce bruit et vit une grue blanche qui s'était prise dans les branches d'un grand arbre et qui se débattait. Elle était déjà très affaiblie par ses vains efforts et pouvait à peine remuer les ailes. Sans réfléchir, Kotaro grimpa rapidement sur l'arbre. L'oiseau le vit arriver, les yeux écarquillés de peur. Avec précaution, Kotaro dégagea la grue et il vit alors que l'oiseau était blessé. Ses deux pattes prises dans un piège. « Pauvre petite, dit Kotaro en caressant son plumage. Comme tu as dû avoir peur. Il est probable qu'un chasseur ait posé ce piège et que tu es tombé dedans malgré toi. Mais ne t'inquiète pas. Oh, la blessure n'est pas profonde et elle guérira vite. » Il retira doucement le piège, puis transporta la grue près d'un ruisseau et nettoya celle-ci. « Dans quelques jours, tu auras retrouvé tes forces, dit-il à l'oiseau. Enfin, il porta la grue dans un endroit abrité au plus profond de la forêt, la prit entre ses deux mains et la laissa s'envoler. À cette époque, il n'y avait guère de travaux à faire au champ, et tous les matins, Kotaro partait dans la forêt et ne rentrait qu'à la nuit tombée. Un jour, alors qu'il était parti de la maison, une belle jeune fille vint trouver ses parents. Elle portait sur l'épaule un grand baluchon qui montrait qu'elle avait entrepris un long voyage. Avec une voix douce et très pure, la jeune fille demanda si M. Kotaro était à la maison. La mère sortit, très surprise de voir qu'une si belle jeune fille demandait à parler à son fils. « Entrez donc, cher enfant, mon fils n'est pas à la maison, il est dans la forêt et ne rentrera qu'à la tombée de la nuit. Mais si vous le voulez bien, venez l'attendre à l'intérieur. »
La jeune fille refusa poliment l'invitation et s'assit sur le seuil de la maison pour attendre Kotaro. Les deux vieux passaient souvent devant elle, lui lançaient des regards curieux, essayaient de lier conversation pour savoir ce que la belle voulait à leur fils. Mais la jeune fille se contentait de sourire poliment et répondait simplement qu'elle voulait attendre M. Kotaro. Enfin, au crépuscule, Kotaro revint à la maison, portant sur son dos un grand fagot de bois. La jeune fille se leva, s'inclina profondément et demanda de sa voix douce et agréable: « Êtes-vous monsieur Kotaro ?»« Oui, c'est bien moi, répondit Kotaro, tout surpris, et il demanda à la jeune fille ce qu'elle désirait. « Je vous attends depuis ce matin, répliqua celle-ci avec un modeste sourire. « Entrez donc, vous êtes sûrement fatigué, dit Kotaro, très troublé par cette visite inattendue. Il fit entrer la jeune fille dans la maison et l'invita à partager leur maigre repas. Cette fois-ci, la jeune fille ne dit pas non. Elle enleva ses sandales et se laissa conduire dans la maison pour se mettre à table avec les deux vieux et leur fils. Après le dîner, elle sourit de nouveau à Kotaro, baissa pudiquement les yeux et lui demanda s'il voulait bien la prendre pour femme. Kotaro resta muet de surprise. Une si belle jeune fille, et elle voulait devenir la femme d'un pauvre paysan bûcheron. Les parents, non moins surpris, dirent que leur fils n'avait pas assez d'argent pour épouser une si belle jeune fille. Ils étaient pauvres, expliquèrent-ils, et Kotaro ne pourrait de sitôt songer à prendre femme. La jeune fille répliqua: « Pour être heureux, point n'est besoin d'être riche. Il suffit d'avoir bon cœur, et c'est le cas de Kotaro. Je vous assure que vous ne regretterez jamais de m'avoir accueilli chez vous. Je peux faire bien des travaux, et à 4, la vie sera plus facile. » Quand la mère comprit que la fiancée, non content d'être belle, était aussi travailleuse, elle fut ravie d'avoir quelqu'un pour l'aider. Désormais, les parents n'émirent plus d'objection. Kotaro était éperdu de joie. Qui aurait imaginé qu'il aurait un jour une si belle jeune femme, et pourtant il ne connaissait même pas son nom. « Appelle-moi l'humble Komachi, répondit la jeune fille. Après le mariage, Kotaro continua à se rendre tous les jours dans la forêt. Toute la journée, pendant son travail, il attendait avec impatience de revoir sa jeune femme. La mère aussi était contente. L'humble Komachi s'acquittait prestement de tous les travaux. La mère avait à peine le temps de se dire qu'il faudrait faire quelque chose que déjà c'était fait. Un soir, alors que Kotaro se reposait après sa dure journée de labeur, l'humble Komachi lui dit: « Tu travailles du matin jusqu'au soir, mais nous ne pouvons rien nous offrir. Si nous avions un commerce, tu ne serais pas obligé de courber le dos toute la journée dans le champ ou dans la forêt. Je sais fort bien tisser, et nous pourrions commencer par là. » Puis elle sortit quelques pièces de monnaie de son baluchon et envoya Kotaro à la ville pour acheter tout ce qu'il lui fallait pour tisser. Le lendemain, lorsque Kotaro eut fait à la ville tous les achats nécessaires, sa femme lui demanda d'installer le métier à tisser dans le grenier. Puis elle dit à son mari et à ses beaux-parents de ne pas la déranger pendant qu'elle tissait. Et elle ajouta que son travail allait durer fort longtemps. À partir de ce jour, l'humble Komachi
monta dans le grenier tous les matins pour ne redescendre que tard le soir. Jour après jour, elle devenait plus pâle, plus maigre, et, souvent, elle chancelait de fatigue. Maintes fois, Kotaro lui demanda d'abandonner ce travail fatigant, lui disant qu'il n'avait pas besoin de richesse. Mais elle se contentait de secouer la tête. Lorsque 3 années se furent écoulées, l'humble Komachi descendit un jour du grenier, portant dans ses mains une longue bande de tissu telle que ni les parents ni Kotaro n'en avaient jamais vu. Il étincelait et brillait de couleurs vives. Il était plus léger qu'un duvet, mais plus chaud que la soie la plus lourde. Vraiment, c'était un tissu magnifique. Mais l'humble Komachi tenait à peine sur ses jambes. D'une voix tremblante, elle demanda à Kotaro de lui apporter le baluchon avec lequel elle était venue il y avait de cela déjà des années. Et elle en sortit 2 pièces d'or. Va aussi loin que tu peux, jusqu'à ce que tu aies dépensé ces 2 pièces d'or. Seulement alors, mais pas avant, tu vendras ce tissu. Si tu fais ce que je te dis, alors tu auras beaucoup d'argent. Kotaro plia l'étoffe dans un baluchon et mit les 2 pièces d'or dans son sac. Il était très triste de quitter sa femme, qui semblait sortir d'une longue maladie. Kotaro marcha des jours et des jours sans arriver à dépenser sa première pièce d'or. Et pourtant, il ne cherchait pas à faire des économies. Enfin, il arriva dans une ville lointaine. Sur le marché, un homme lui demanda ce qu'il avait apporté. Kotaro sortit la bande de tissu de son baluchon. Le marchand la regarda, la soupesa dans ses mains et la caressa tout en s'exclamant « Quel tissu extraordinaire! Oh, comme il est chaud! Et pourtant si léger! Et comme il brille! Je n'ai jamais rien vu de pareil! Où as-tu pris ce tissu splendide? C'est ma femme qui l'a tissé, répondit fièrement Kotaro. Vends-moi ce tissu et je te donnerai 1 millier de pièces d'or. Quand Kotaro entendit le marchand lui proposer cette somme, il comprit quel trésor l'humble Komachi avait tissé là. Mais en même temps, il se souvint de son conseil de ne pas vendre le tissu tant qu'il n'aurait pas dépensé les 2 pièces d'or. Alors, il s'excusa auprès du marchand, lui dit que le tissu n'était pas à vendre et reprit sa route.
Au bout de quelque temps, il arriva dans une autre ville. Il se dirigea droit au marché, et à peine eut-il sorti sa bande de tissu brillant de son baluchon, qu'il était déjà entouré d'une foule enthousiaste. Le plus riche des marchands lui proposa 4000 pièces d'or pour son tissu. Mais Kotaro se souvint des paroles de sa femme, et, comme il avait toujours une pièce d'or intacte dans son sac, et qu'il n'avait pas encore fini de dépenser la première, il préféra continuer son chemin. La contrée qu'il traversait était peu peuplée, et il dut marcher longtemps avant d'atteindre la ville suivante. Là aussi, une foule encore plus nombreuse vint contempler son tissu, et un riche marchand lui offrit 8000 pièces d'or. Mais une fois de plus, Kotaro refusa de vendre, car il lui restait toujours une pièce d'or intacte dans son sac. Dans toute la contrée, on commença à parler de ce tissu précieux et splendide. Quand Kotaro entra dans la ville suivante, les valets d'un riche marchand étaient aux portes pour l'attendre afin de le conduire auprès de leur maître. Lorsque celui-ci vit l'étoffe, plus légère qu'un duvet, mais plus chaude que la soie la plus lourde, luisante et étincelante de toutes les couleurs, il déclara qu'il lui fallait ce tissu à tout prix. Il en offrit 10 000 pièces d'or à Kotaro. Mais Kotaro dit que l'étoffe n'était pas à vendre, bien que 10 000 pièces d'or aient représenté une richesse dont il n'avait jamais rêvé. « Vends-moi ce tissu, » insista le riche marchand, « et si 10 000 pièces d'or te semblent trop peu, je t'en donnerai 20 000. » 20 000 pièces d'or 20 000 pièces d'or. Le cœur de Kotaro faillit s'arrêter de battre. Cette somme satisferait certainement l'humble Komachi, même s'il n'avait pas encore tout à fait fini de dépenser sa dernière pièce d'or. Il vendit donc le tissu. Le riche marchand lui fit donc verser 20 000 pièces d'or. Très satisfait, il s'en retourna chez lui. Il avait du mal à avancer, car c'était une chose de porter 20 000 pièces d'or sur son dos au lieu d'un léger baluchon. Enfin, il arriva chez lui, et l'humble Komachi, qui s'était rétabli dans l'intervalle, l'accueillit avec joie. Quand elle lui demanda combien il avait vendu son tissu, Kotaro montra fièrement le coffre et dit « Il y a là-dedans 20 000 pièces d'or, pas une de moins, je les ai comptées moi-même. » Les parents étaient pétrifiés.
20 000 pièces d'or. Pour eux, c'était une richesse inimaginable. Ils demandèrent à Kotaro de leur montrer tout cet argent. Mais l'humble Komachi se montra un peu déçu. « Tu n'as pas attendu pour vendre d'avoir dépensé les 2 pièces d'or, dit-elle, et elle ajouta, « Si tu n'avais pas agi avec précipitation, tu aurais pu en obtenir 30 000. Ainsi, nous avons perdu 10 000 pièces d'or. » Mais au bout d'un instant, elle fit un geste de la main. « De toute façon, c'est bien assez d'argent comme ça. » Et l'humble Komachi se mit à préparer un festin pour fêter joyeusement le retour de Kotaro. La famille se fit construire une grande maison et Kotaro devint un riche marchand. L'humble Komachi l'aidait fidèlement et s'occupait aussi de leurs vieux parents. Il ne manquait de rien et malgré sa richesse, Kotaro resta tel qu'il avait toujours été, un homme charitable et au grand cœur. Ainsi, ils auraient pu vivre heureux si la mère de Kotaro, qui ne pouvait oublier la vue de tout cet argent dans le coffre, n'avait tous les jours répété à sa bru « Tu devrais encore une fois tisser une telle étoffe. Imagine ce que cela pourrait nous rapporter. Et cet argent pourrait rester dans le coffre, car vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous pourriez garder cet argent et peut-être un jour il pourrait vous servir. Si tu étais vraiment une bonne épouse, alors tu tisserais encore une bande. » Et elle tenait ses propos jour après jour. L'humble Komachi cherchait en vain à convaincre la mère qu'ils avaient assez d'argent, que les affaires de Kotaro marchaient bien et que, vraiment, il n'avait pas à se faire de soucis pour l'avenir. La vieille terminait chacune de ses conversations par les mêmes mots. « Tout cela, ce sont des prétextes. Tu es une paresseuse, c'est tout. À ta place, une autre ferait tout son possible pour sa famille. » Enfin, l'humble Komachi cessa de protester et se fit installer un métier à tisser dans une pièce isolée. Lorsque Kotaro apprit que Komachi voulait se remettre à tisser, il chercha à l'en dissuader. Il lui rappela combien le tissage l'avait affaibli et lui répéta qu'après tout, ils étaient assez riches comme cela. Mais l'humble Komachi se contentait de sourire tristement. « 3 années sont vite passées, mais je dois encore vous demander de ne pas me déranger dans mon travail. » À partir de ce jour, comme autrefois, elle se rendit chaque matin dans la pièce où se trouvait le métier à tisser et s'y enfermait pour n'en ressortir que tard le soir. Dès les premiers jours, on vit combien ce travail la fatiguait. Ses joues roses avaient pâli et elle dut desserrer la ceinture de son kimono. « Que peut-elle bien faire ?» se demanda la vieille mère. « Je parie qu'elle maigrit seulement de dépit. Après tout, d'autres femmes aussi tissent sans s'en faire un secret. » Un matin, la mère attendit que tous les membres de la famille se soient mis au travail, puis, sur la pointe des pieds, elle approcha de la pièce où l'humble Komachi tissait. Elle s'agenouilla devant la porte et l'entr'ouvrit un peu. Elle vit alors un grand métier à tisser devant lequel se tenait une grue blanche qui, de son bec, arrachait les plumes de ses ailes.
cet instant, la grue regarda vers la porte, aperçut la vieille qui regardait curieusement par l'ouverture et poussa un grand cri. Puis elle s'envola par la fenêtre ouverte. Kotaro, lui aussi, avait entendu ce cri et se précipita vers la pièce, pâle de frayeur. La mère lui apprit ce qu'elle avait vu. Kotaro sortit précipitamment de la maison et courut à la recherche de l'oiseau enfui. Ses pas le menèrent dans la forêt, dans laquelle il erra tristement durant tout le jour. Au coucher du soleil, éperdu de tristesse, il s'assit contre un arbre. Au bout de quelques instants, il entendit une voix étrange qui lui dit « Kotaro, te souviens-tu de la grue blanche dont tu as sauvé la vie il y a de cela maintenant plusieurs années ?» Kotaro leva les yeux et vit une grue blanche posée sur un arbre qui semblait le fixer intensément. « Je suis venu près de toi pour te récompenser de ton bon cœur. Ta générosité a ouvert une porte sur un autre monde, mais il est temps maintenant de la refermer. Il me faut repartir d'où je viens, c'est dans l'ordre des choses. Ne sois pas triste, Kotaro. Mon cœur t'accompagne. » Puis, l'oiseau disparut.